Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans, et je vis dans une maison ancienne au volet bleu lavande, sur une petite colline de Nîmes, à l'ombre des oliviers. Les cigales chantent tous les soirs d'été, mais depuis quelque temps, c'est un autre murmure qui me hante. Quand Maxence, mon beau-fils, est venu s'installer ici après la fac de Montpellier, je n'y ai vu qu'une coïncidence pratique. Il voulait respirer un peu, loin de la ville. J'étais seule depuis la mort de Guillaume, son père. Trop de silence dans cette grande maison. J'avais besoin de compagnie, et lui, d'un toit. Simple échange. Rien de plus. Mais ce qu'on croit simple, parfois, se révèle bien plus complexe. Maxence a 19 ans, il est grand, calme, et son regard, intense. Il ne parle pas beaucoup, mais il voit tout. Et depuis quelques semaines, je sens qu'il me regarde autrement. Ce n'est pas le regard d'un fils. Ce n'est plus celui d'un adolescent. C'est quelque chose d'autre, d'indéfinissable, mais troublant. Ce matin-là, je portais une robe longue couleur crème, légère, en soie naturelle, fendue à la hanche. Mes pieds nus glissaient sur le carrelage frais. J'avais relevé mes cheveux en un chignon négligé et j'avais mis, sans trop y penser, un rouge à lèvres corail. Pour moi. Juste pour me sentir vivante. Je préparais un café dans la cuisine, et Maxence est entré. Il portait un pantalon en lin beige, et un t-shirt blanc qui dessinait ses épaules. Il n'a rien dit, mais ses yeux ont glissé sur ma nuque, puis sur la courbe de mes reins, exposée par l'ouverture de la robe. Je l'ai vu dans le reflet de la fenêtre. Et j'ai senti ce frisson, ce courant qui passe sans prévenir. « Tu veux un café ?» ai-je demandé en me retournant. « Oui. Merci, Élise. » Il m'appelait par mon prénom. Depuis qu'il vivait ici. Jamais, belle maman. Jamais de familiarité forcée. Juste Élise, d'une voix posée, presque trop douce. Je lui ai tendu la tasse. Nos doigts se sont touchés, à peine, mais suffisamment pour que mon ventre se noue. Il n'a pas bougé, juste fixé mes mains, et j'ai remarqué qu'il avait des gants en cuir noir posés sur la table. Il les portait parfois, sans raison, même en été. Il disait que c'était pour la moto. Mais il n'avait pas de moto. Ce détail m'avait toujours intrigué. Et soudain, je me suis demandé ce que ça ferait, cette matière contre ma peau. Il est resté là, à me regarder. Moi, je faisais semblant de ranger des choses. De ne pas sentir son regard. Mais je le sentais dans chaque geste. Quand je me penchais. Quand ma robe glissait sur ma cuisse. Quand mon souffle devenait plus court. Dans l'après-midi, il est resté au salon, allongé sur le canapé, feuilletant un vieux numéro de photo. J'ai décidé de m'installer à côté de lui, une coupe de fruits sur la table basse. Je portais maintenant une jupe en jean taille haute et un petit débardeur noir. Rien d'exagéré, mais ajusté. Je savais ce que je faisais, sans vouloir l'admettre. « Tu lis toujours ce magazine ?» ai-je demandé en croquant une fraise. Il a levé les yeux. Lentement. Puis il m'a répondu d'un ton neutre. « J'aime les images qui racontent sans parler. » Je n'ai pas su quoi répondre. Mais je me suis rapprochée un peu. Et lui n'a pas reculé. Pendant quelques minutes, on a feuilleté en silence. Puis il a tourné une page. Une photo noir et blanc d'une femme debout sur un toit parisien. Elle portait des talons aiguilles, des collants résille, une veste ouverte, et rien d'autre. J'ai senti son regard glisser vers mes jambes nues. Et je n'ai rien dit. Plus tard, en début de soirée, je suis montée dans ma chambre. J'avais besoin de m'isoler. Ou de réfléchir. Je ne savais pas. J'ai ouvert l'armoire, choisi un vieux peignoir de satin couleur prune, noué à la taille. Et sans savoir pourquoi, j'ai enfilé mes bas coutures noires que je ne portais jamais. Peut-être pour me rappeler que j'étais une femme. Peut-être parce que je savais qu'il allait frapper. Et il a frappé. « Tu peux m'aider avec la connexion de la télé ?» Ça bug. Je suis descendue. Il était accroupi près de la box. Et quand je suis arrivée, il a tourné la tête. Ses yeux se sont attardés sur mes jambes. Puis il a vite détourné le regard. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, debout. En silence. Il s'est levé. Il s'est approché. Et cette fois, il a posé une main sur ma hanche. Pas un geste déplacé. Un geste presque tendre. Trop lent pour être accidentel. Je n'ai rien dit. Et lui non plus. Mais ce soir-là, je savais que tout avait changé. Depuis ce soir étrange, tout semblait un peu flou dans la maison. Les gestes quotidiens devenaient mécaniques, et chaque silence prenait une place de plus en plus grande. Je ne savais plus comment me comporter avec Maxence. Il n'avait rien fait, rien dit,
Mais il y avait quelque chose. Une tension douce, inexplicable. Comme si les mots flottaient dans l'air sans jamais se poser. Je passais beaucoup de temps dans le jardin, à m'occuper des herbes aromatiques, des lavandes qui bordaient les pierres chaudes de la terrasse. Je coupais, arrosais, respirais. J'avais besoin de retrouver une sorte d'équilibre. Maxence, lui, restait souvent à l'intérieur, dans le salon ou sa chambre, à lire ou écouter de la musique. Il descendait parfois m'aider à mettre la table, ou simplement pour discuter de tout et de rien. Ces moments étaient simples. Presque normaux. Mais justement, trop normaux. Comme s'il essayait, lui aussi, de rester de l'autre côté d'un fil invisible. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il est arrivé sans faire de bruit. Je l'ai entendu seulement lorsqu'il a dit « Tu veux que je t'aide ?» Je me suis retournée, un peu surprise. « Non, merci, j'ai presque terminé. » Il a souri et s'est assis. Pendant que je sortais les tartines du grille-pain, il me regardait. Pas fixement. Juste avec cette attention étrange qu'il avait parfois. Comme s'il essayait de comprendre quelque chose que je ne savais pas. « Tu as toujours voulu vivre ici ?» m'a-t-il demandé. Je l'ai regardé. « Ici à Nîmes ? Ou ici dans cette maison ? » Les deux. J'ai réfléchi un instant. Pas vraiment. Je suis venue ici pour ton père. C'est lui qui aimait le sud, les pierres, les cyprès. Moi, j'étais plus attirée par la ville, les musées, les gens. Mais on s'adapte. Et au final, on s'attache. Il hocha la tête lentement, comme s'il enregistrait mes mots. Puis il prit une gorgée de jus d'orange et changea de sujet. « Tu crois que certaines choses changent sans qu'on s'en rende compte ?» Sa question m'a surprise. Je ne savais pas si c'était une remarque générale ou s'il parlait de nous. Oui, bien sûr. C'est souvent comme ça. On vit, on avance, et un jour on se rend compte que tout est différent, sans qu'on sache quand c'est arrivé. Il n'a rien répondu. Juste un petit sourire, à peine visible. Les jours suivants, tout est resté calme. On cuisinait ensemble parfois, on regardait un vieux film, ou on sortait marcher au bord du canal. On parlait de livres, de ses projets, de mes souvenirs. Tout semblait si ordinaire, mais avec une sorte de retenue flottante, comme si nous jouions un rôle. Un après-midi, alors qu'il aidait à ranger les livres dans la bibliothèque, un vieux carnet est tombé à ses pieds. Il l'a ramassé, et avant même que je puisse le récupérer, il l'avait ouvert à une page pleine de croquis. C'étaient des dessins que j'avais faits des années plus tôt, à l'époque où je voulais être illustratrice. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il, étonné. « Oui. C'était une autre époque. Tu dessines super bien. Tu ne devrais pas arrêter. » Je haussai les épaules. La vie a choisi autre chose pour moi. Il me regarda longuement, puis dit doucement. « Tu devrais te l'autoriser à nouveau. » Je suis restée figée quelques secondes. Pourquoi ces mots me touchaient-ils autant ? Peut-être parce que j'avais oublié ce que c'était, de se sentir encouragée. Ou peut-être simplement parce qu'il venait de lui. Le soir venu, alors que je rangeais la vaisselle, il est entré dans la cuisine avec un petit cadre photo qu'il avait trouvé dans le grenier. « C'est toi, là ? Tu étais toute jeune. » Je souris. C'était moi, à 20 ans, sur une plage de Normandie. Mes cheveux au vent, un sourire immense. Oui. Je crois que je ne me souvenais même plus de cette photo. Il s'est approché doucement et a posé le cadre sur l'étagère. « T'as pas tellement changé, tu sais. » Et là, un silence. Pas lourd, mais réel. Comme si quelque chose flottait dans l'air mais ne voulait pas être dit. Je l'ai simplement remercié, et nous avons changé de sujet. Mais le reste de la soirée, je n'ai pas cessé de penser à cette phrase. Et à son regard. Depuis quelques jours, quelque chose avait changé. Pas de façon spectaculaire, non. Juste dans les détails. Le ton de nos voix. Le silence entre deux phrases. La façon dont Maxence évitait parfois mon regard, ou restait un peu plus longtemps dans la cuisine sans rien dire. Moi, je faisais comme si je ne voyais rien. Je m'étais remise à dessiner. Ce carnet qu'il avait retrouvé dans la bibliothèque m'avait réveillée. Chaque matin, après le petit déjeuner, je m'installais sur la terrasse, avec une grande tasse de thé et mes crayons. Le soleil éclairait doucement les pierres chaudes du mur, les oliviers dansaient lentement avec le vent. Et moi, je dessinais. Il venait parfois s'asseoir à côté. Sans parler. Il observait mes gestes, les traits, les ombres. Il semblait fasciné. Et moi, je faisais tout pour garder le silence, comme si parler pouvait briser l'équilibre fragile de ce moment suspendu. « Tu pourrais en faire un livre, un jour, dit-il soudain. Je levai les yeux. « Un livre ? Oui.
Une sorte de carnet illustré. Avec des textes, des souvenirs. Ce que tu ressens. Ce que tu vois. J'ai souri. Cette idée m'avait déjà traversé l'esprit. Mais l'entendre de lui, ça avait un autre poids. Peut-être, un jour. Il hocha la tête, satisfait. Ce même après-midi, nous avons décidé de faire un peu de rangement dans le grenier. C'était son idée. La maison regorgeait de vieilles boîtes, de souvenirs, de choses oubliées. Un vrai labyrinthe de passé. Sous les poutres, l'air était plus frais. La lumière passait à travers une petite fenêtre ronde, formant des cercles dorés sur la poussière. « Regarde ça », dit-il en tirant une valise en cuir usé. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines. Toutes écrites à la main, attachées avec un ruban bleu. C'était ma correspondance avec mon amie Camille, quand nous avions 20 ans. Je les avais oubliées depuis longtemps. « Tu les lis parfois » demanda Maxence. « Non. Je croyais même qu'elles avaient disparu. » Je pris une lettre au hasard. L'écriture penchée, les mots enthousiastes, les rêves naïfs. Une autre époque. « Tu étais différente » demanda-t-il. Je réfléchis. Non. J'étais, moi. Mais pas encore complètement. Je croyais que tout était possible. Et maintenant? Je relevai les yeux. Maintenant, j'ai tendance à tout organiser. À prévoir. À contrôler. C'est plus simple, moins risqué. Il ne dit rien, mais je sentis qu'il comprenait. Le soir, après le dîner, il mit un vieux disque dans le salon. De la musique instrumentale, lente, presque mélancolique. Nous étions assis chacun dans un fauteuil, une tasse de tisane à la main. « Tu regrettes certaines choses » demanda-t-il. « Beaucoup. Mais en même temps, je sais que tout ce que j'ai vécu m'a amené ici. Dans cette maison. Aujourd'hui. Avec toi. » Il parut surpris. Peut-être parce que je venais de dire avec toi. Mais ce n'était pas une déclaration. C'était juste la vérité. Depuis qu'il était là, ma vie avait changé. Plus d'écoute. Plus de calme. Une sorte de miroir silencieux. Moi, dit-il doucement, je crois que je n'ai pas encore vécu assez pour avoir des regrets. Je souris. Il avait raison. Il était jeune. Il avait le temps. Et pourtant, parfois, il parlait comme un homme plus âgé. Plus lucide. Avant d'aller dormir, il passa devant ma porte et me lança simplement. « Bonne nuit, Élise. »« Bonne nuit, Maxence. » Et pendant une seconde, dans le silence qui suivit, j'eus la sensation étrange que quelque chose était sur le point de basculer. Pas quelque chose de mal. Mais quelque chose d'inévitable. L'été touchait à sa fin. Les cigales chantaient moins fort, et le vent s'était chargé d'une fraîcheur nouvelle. Tout semblait ralentir, comme suspendu dans un entre-deux-points. Mais quelque chose, au fond de moi, accélérait. Maxence était devenu une présence essentielle dans la maison. Chaque jour, il occupait sa place dans ce décor ancien. Il connaissait les habitudes de la maison, les craquements du bois, le bruit de l'eau dans les tuyaux. Il faisait presque partie des murs. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il allait partir. Bientôt. Je ne savais pas pourquoi, mais je le sentais. Un matin, en descendant dans la cuisine, je l'ai trouvé assis à la table, le regard perdu dans son bol de café. « Quelque chose ne va pas » ai-je demandé doucement. Il a levé les yeux. Ils étaient fatigués. Inquiets. J'ai reçu un message. De ma mère. Je me suis figée. Il parlait rarement d'elle. Depuis son divorce avec Guillaume, elle vivait à Lyon, et leur relation était distante. Il ne l'appelait presque jamais. Elle veut que je vienne passer quelques semaines chez elle. J'ai acquiescé. Je ne pouvais rien dire d'autre. C'était normal, logique même. Mais au fond de moi, un nœud s'était formé. « Tu vas y aller » ai-je demandé, en tentant de masquer ma voix trop calme. Il haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Elle insiste. Elle dit qu'elle a besoin de parler. Le mot « parler » résonnait étrangement. Comme une alerte. Je savais que quelque chose se préparait. Mais quoi? Et pourquoi ce sentiment de malaise si soudain? Les jours suivants furent remplis d'un silence particulier. Nous continuions à partager nos moments, les dessins, les repas, les balades. Mais quelque chose s'était glissé entre nous. Une sorte de distance nouvelle point. Je le sentais déjà ailleurs. Un soir, alors que nous marchions dans les collines derrière la maison, il s'arrêta soudain. « Tu sais, j'ai dit à ma mère que j'étais bien ici. Que je me sentais à ma place. » J'ai souri. Et elle en a pensé quoi? Elle a dit que ce n'était pas normal. Il a prononcé ce mot comme un fardeau.
Pas normal de rester si longtemps chez toi. J'ai compris ce qu'il ne disait pas. Elle s'inquiète? Il a hoché la tête, doucement. Elle croit que je fuis quelque chose. Que je m'accroche à une vie qui n'est pas la mienne. Je n'ai pas répondu. Parce que peut-être, elle avait raison. Mais je ne voulais pas y penser. Pas maintenant. Quand nous sommes rentrés, je suis allée directement dans ma chambre. Je suis restée assise sur le lit, sans lumière, à écouter les bruits de la maison. J'entendais Maxence marcher doucement dans le couloir, puis s'arrêter. Comme s'il hésitait à frapper point. Mais il ne l'a pas fait. Le lendemain, une lettre attendait sur la table de la cuisine. Écrite à la main. Une vraie lettre. Pas un message, pas un mail. C'était sa mère. Elle y exprimait son inquiétude. Elle disait qu'elle avait entendu certaines choses. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi Maxence avait choisi de rester chez moi aussi longtemps, alors qu'il avait toute une vie devant lui ailleurs. Elle parlait de dépendance, de contexte inapproprié point. Rien de direct. Mais tout était suggéré. Je me suis sentie salie. J'avais l'impression qu'un monde extérieur, brutal et malveillant, s'était invité dans notre refuge. Quand Maxence a vu la lettre, il l'a lue en silence. Puis il l'a posée sur la table, pliée en deux. Elle pense ce qu'elle veut. Moi, je sais ce que je vis ici. Mais je voyais dans ses yeux un doute, pour la première fois. Comme une fissure dans cette confiance qu'on avait construite. Tu ne veux pas, lui parler? L'apaiser? Il m'a regardé. Et lui dire quoi? Que je suis bien ici. Que je me sens compris. Qu'il n'y a rien d'étrange, ni d'illogique. Il parlait plus fort maintenant. Une émotion vive, incontrôlable. Peut-être qu'il vaut mieux que je parte un moment, dit-il soudain, les yeux dans le vide. Et mon cœur s'est arrêté une seconde. Si tu penses que c'est mieux. Ma voix tremblait. Non, coupa-t-il. Je ne pense pas que ce soit mieux. Mais je crois que c'est nécessaire. Pour elle. Pour toi. Pour moi. Nous sommes restés là, debout, l'un en face de l'autre, sans rien ajouter. Et à ce moment-là, je compris que nous venions de franchir une nouvelle ligne. Pas celle de l'interdit. Mais celle de la réalité. Je crois que j'ai su, dès le réveil, que ce jour serait différent. La maison avait cette sensation étrange, comme si elle retenait son souffle. Les volets encore fermés laissaient passer des filets de lumière pâle. Le vent, d'habitude si vivant entre les branches du figuier, était tombé. Il n'y avait que le tic-tac lent de l'horloge, et le silence. Ce silence si familier, et ce matin-là, si lourd. Maxence devait partir aujourd'hui. Nous n'en avions pas reparlé la veille. Après la lettre de sa mère, tout semblait figé. Nous nous déplacions dans la maison comme deux acteurs après la dernière scène d'une pièce. Le texte était fini, mais aucun de nous ne quittait encore la scène. Je suis descendu tôt, sans vraiment y penser. Je n'avais pas entendu de bruit à l'étage. J'ai préparé du café, par habitude. La même tasse qu'il utilisait chaque matin. Les mêmes gestes. Le sucre, le lait, le petit pain grillé. Mais l'idée qu'il ne serait peut-être pas là pour s'asseoir comme d'habitude me faisait mal. Je me suis surprise à fixer la chaise vide. Elle semblait me regarder, elle aussi. Quelques minutes plus tard, ses pas sur le parquet du couloir m'ont réveillé de ma torpeur. Il est entré, habillé simplement, un sac de voyage à la main. Pas de discours. Pas de grande annonce. Tu pars maintenant? Ai-je murmuré. Il hocha la tête. Le train est à 7h15. Je préfère marcher jusqu'à la gare. Il avait toujours aimé marcher seul. Cela ne m'étonnait pas. Mais une part de moi espérait encore, je ne sais pas quoi. Un geste. Une phrase. Quelque chose. Je m'approchai, doucement, sans oser trop le regarder. Tu veux que je t'accompagne? Il posa son sac près de la porte, puis me regarda dans les yeux. Ce regard, il y avait tout dedans. Des réponses que je ne voulais pas entendre. Des émotions que je ne savais pas nommer. Non, dit-il. Ce chemin-là, je dois le faire seul. Un silence s'installa. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein de choses retenues, de phrases non dites, de souvenirs trop récents pour être digérés. Il passa une main dans ses cheveux, puis souffla. Tu sais, Élise, je ne sais pas ce qu'on a vécu, toi et moi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ça existe. Ça a existé. Et ça me portera. Ma gorge se serra. J'avais peur de parler, peur que mes mots gâchent tout. Alors je ne dis rien. Il prit son sac. Ouvrit la porte. Le vent du matin entra, frais, chargé de lumière dorée. Il franchit le seuil. Puis se retourna une dernière fois.
Tu m'as permis de comprendre que certaines maisons ne sont pas faites que de murs, mais de personnes. Puis il est parti. Je suis restée figée. La porte encore ouverte. L'air froid sur ma peau. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu là, sans bouger. Peut-être 1 minute. Peut-être 1 heure. Quand je suis montée dans sa chambre, tout était rangé. Trop bien rangé. Comme s'il voulait effacer les traces de sa présence, ou au contraire, les préserver intactes. Mais sur le lit, il y avait une feuille. Arrachée de mon carnet de croquis. Dessus, un dessin au crayon, la maison vue de l'extérieur, telle qu'il la voyait depuis la terrasse. Mais avec une chose en plus point. Une silhouette, à la fenêtre de l'étage point. Moi. En bas du dessin, une phrase, écrite en petites lettres. Je reviendrai. Quand l'écho sera plus fort que le silence. Je m'assis lentement sur le lit. L'émotion me serrait le ventre, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une forme de gratitude. D'attente aussi. Il avait laissé quelque chose d'autre. Dans le tiroir de sa table de nuit, le petit collier en cuir noir qu'il portait toujours. Celui qu'il n'avait jamais quitté, même en dormant. Je le pris dans ma main. Il était encore chaud. Était-ce volontaire? Ou l'avait-il oublié? Je ne le saurais jamais. Mais je compris alors que son départ n'était pas une fin point. C'était une pause. Un chapitre qui se referme doucement, sans point final. Je suis descendu, et ouvert les volets, laissé entrer la lumière point. Le monde était là, intact. Et dans ce monde, quelque part, Maxence avançait point. Et moi, je l'attendais.